Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio. Binge. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui accueillera toujours à bras ouverts les cinéastes qui tentent à leur manière de donner un nouveau souffle au genre qui reste l'un de nos terrains de jeu favoris. Certes, il nous est arrivé de décorner certaines productions plébiscitées un peu trop rapidement à notre goût, mais tout de même, si l'intention est la bonne, si les idées sont là, notre bienveillance sera totale. On va le prouver tout de suite en évoquant Dans la brume, production franco-canadienne signée Daniel Roby avec notre Romain Duris national dedans. Et ouais, et pour en causer un duo d'aventuriers du paranormal, Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Je précise que nous sommes en public au Ground Control, c'est Nos Ciné épisode 131 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Dans la brume, le titre l'indique assez bien, c'est l'histoire d'un brouillard aussi mystérieux que mortellement toxique qui un jour funeste se met à sortir des égouts et à inonder les rues de Paris, poussant la population à se réfugier dans les hauteurs, aux derniers étages des immeubles et sur les toits. La survie s'organise car forcément coincé là-haut, tout vient rapidement à manquer et la situation est d'autant plus compliquée pour le couple. Au cœur du film, Anna et Mathieu, incarnés respectivement par Olga Kurilenko et Romain Duris, donc compliqué car leur fille est malade et qu'il va falloir affronter pas mal de dangers pour tenter de la sauver. Il y en a partout. C'est à perte de vue. Et derrière la caméra, on l'a dit, c'est Daniel Roby, réalisateur québécois qui avait connu un certain succès avec une première tentative dans le cinéma de genre. C'était le film La Peau Blanche, film de vampire en 2004. Ça lui a valu pas mal de prix au Canada. Et je crois que ce Dans la brume vous a plutôt enthousiasmé, messieurs. Julien. Je te donne la parole en premier sur la demande express de Stéphane. Comme toujours. T'es trop obéissant, Thomas, voilà, ça te perdra. C'est la bourre. Je pourrais être assez rapide en disant que c'est un film qui, à mon sens, réussit l'essentiel et rate pas mal de choses qui sont superflues. Ouais. C'est un peu grossier de dire ça parce que c'est pas tout à fait vrai non plus. Sur les choses qui fâchent, parce que je pense qu'il faut percer l'abcès tout de suite. En fait, j'imagine qu'il y a des gens qui l'ont déjà ressenti en voyant la promotion du film. C'est bête, mais les effets spéciaux sont pour la plupart complètement ratés. Ouais. Et c'est un problème, et c'est d'autant plus un problème que ce sont des trucages assez courants. Enfin, ouais. On n'a pas l'impression que quand on va voir un film avec de la brume en numérique, ça va être une prouesse technologique. Aujourd'hui, on a plutôt l'habitude de voir ce genre d'effets. Et là, c'est assez bizarre. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû, mais c'est assez bizarre de voir un film avec ce budget-là, parce que c'est plutôt un gros budget, avec des effets spéciaux aussi faibles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je trouve qu'il y a un problème avec Romain Duris, qui n'est pas tout le temps mauvais, mais qui sonne quand même assez faux. Moi, je trouve que Romain Duris, c'est un acteur que j'aime bien, mais je trouve que c'est quand même un acteur limité. C'est un acteur qu'il faut souvent cadrer, en fait, assez fortement. Et encore, même là, des fois, il peut y avoir des petits soucis. Moi, je trouve que dans certaines scènes de battre, Mon cœur s'est arrêté, par exemple, il est un peu limite. Mais comme tu y vas. Alors que c'est Audiard, c'est un sacré directeur de comédien et tout. Enfin bon, bref. Et il sonne assez faux, en fait. Et ouais. Je trouve que c'est un peu, c'est quand même un souci parce que c'est notre point d'ancrage, en fait, dans cette histoire, puis que l'écriture n'est pas forcément ne suscite pas de façon totalement évidente forcément l'empathie. C'est-à-dire que c'est aussi un personnage qui va commettre des choses qui sont moralement, on peut dire, répréhensibles, qui en tout cas ne revêt pas une cape ou un habit de héros comme ça, de façon totalement évidente. Après, c'est contrebalancé par l'essentiel, c'est-à-dire que on a souvent cette problématique en France qui existe encore aujourd'hui, de dire on est dans un pays extrêmement cartésien, donc le fantastique en France ne fonctionne pas. Et là, je trouve que Dans la brume démontre de façon éclatante l'inverse. Pourquoi de façon éclatante? C'est parce que c'est un film qui met les pieds dans le plat dès le début, très très rapidement, avec une exposition qui est pour moi aussi plutôt un point faible du film, c'est-à-dire que je trouve qu'elle confond un tout petit peu efficacité, précipitation, ou en tout cas les personnages ne sont pas aussi sensibles qu'on l'aurait souhaité. Et c'est dommage parce qu'ultérieurement il y a des scènes entre les personnages, notamment une scène où Olga Kurilenko soigne Romain Duris, où là les personnages fonctionnent immédiatement et l'empathie fonctionne immédiatement, mais au début c'est pas forcément évident. Il y a un personnage de petite fille aussi qui est pas
qui ressemble un peu à un personnage de petite fille de ces gros films-là, quoi, qu'on peut avoir dans les films américains, enfin dans certains blockbusters, en fait, qui, pareil, moi je trouve que fonctionnent pas forcément super bien, et c'est un père de famille aimant, Amand qui dit ça. Non mais c'est vrai que moi j'ai une faiblesse en fait pour ça maintenant depuis que je suis papa, et là c'est vrai que dans le film je trouve qu'elle fonctionne pas super bien. Mais revenons quand même à l'essentiel, c'est-à-dire que c'est donc un film qui joue très clairement la carte et du film catastrophe, ou en tout cas du survival, parce que finalement il n'y a pas vraiment de catastrophe au sens Irwin Allen du terme, quoi. C'est-à-dire avec des grandes scènes de destruction massive et des grandes scènes de foule. Il y en a un peu dans le film, mais finalement c'est pas trop le sujet. On est plus dans l'ordre du survival, mais il joue à fond cette carte-là, et il le joue à fond en plus dans un décor totalement assumé comme étant parisien. C'est-à-dire que par exemple il y avait un film qui est sorti l'année dernière qui est passé assez inaperçu, et c'est normal, c'est plutôt un très mauvais film à mon sens, qui s'appelle Seul, qui était l'adaptation de la BD à succès, où c'est censé aussi se passer à Paris. Enfin, tu sais pas trop quoi dans le film, mais justement ils évitent en fait ça, ils évitent de jouer la carte de Paris, alors que dans La Brume joue la carte du Paris, et puis du Paris ancestral, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur les toits en zinc de Paris, et on retravaille en fait cette imagerie-là qui a nourri en plus tout un tas de qui s'est créé une propre mythologie en fait dans la littérature et dans le film de genre. Enfin, on peut aller du Fantôme de l'Opéra jusqu'à Ratatouille. Ce sont deux exemples qui sont donnés par Guillaume Léman, là, le scénariste et le coproducteur du film, donc je n'invente rien, mais voilà. Et le truc aussi qui est lié aussi à ça, et qui moi m'a énormément plu, c'est que c'est un film qui réussit à créer un univers en fait à l'intérieur de ce procédé fantastique. Et il réussit à le créer en faisant des vrais paris de scénaristes et des choses qui sont très culottées. Moi, je veux pas spoiler le film parce que j'ai vraiment envie de donner envie aux gens d'aller le voir. Je pense que ce serait bien que ça marche, quoi, dans La Brume. Mais j'ai l'impression que c'est pas évident. Positif. Ah oui, je trouve que la promo elle est pas forcément super percutante. L'affiche est quand même très faible aussi et tout. Mais j'ai envie que les gens aillent le voir. Après, il y a un gros travail point de vue viral, on va dire, notamment sur le web. J'espère que ça fonctionne. Effectivement, c'est trop tôt pour le dire. Et donc je veux pas spoiler, mais juste pour donner un petit avant-goût de ce qu'il peut y avoir dedans, le personnage de Romain Duris, on va avoir un point de vue très fort. C'est aussi un très bon film de scénariste dans ce sens-là. Guillaume Léman, qui a bossé notamment avec Fred Cavaillé, c'est quand même quelqu'un qui a vraiment du métier et qui sait faire son travail. Et donc on reste avec le point de vue des personnages, et on va évoquer l'existence de tout un univers juste avec des petites évocations. Ça peut être un personnage à un moment qu'on croise, et on ne saura rien sur ce personnage-là, mais il y a un détail, il y a une chose en fait dans ce personnage-là, un échange de regards qui vont faire que ce personnage tout à coup il existe, et que du coup avec lui existe toute l'histoire de ce personnage-là, et que donc il y a tout ce monde-là en fait qui existe. Et il y a comme ça des petites touches, une rencontre aussi avec un antagoniste du personnage de Romain Duris à un autre moment qui est une petite scène en fait assez isolée en fait dans le film, mais qui est lourde de sens sur qu'est-ce qui se passe au-delà de l'histoire intime de cette famille décomposée qui va se recomposer en fait dans la catastrophe. Voilà. Très bien. Stéphane. Ouais, tu étais content, Julien a commencé. Ah oui, il a commencé, il a bien étalé, donc j'ai plus qu'à balancer quelques... J'ai saupoudré un petit peu mon avis par-dessus, quoi. Écoute, moi je suis d'accord avec la plupart des choses que a dit Julien, donc je m'en vais. Et le truc, c'est que la précision que je ferais peut-être, c'est que c'est certes un film de Daniel Roby, mais pour moi plus une production de Guillaume Léman et un scénario de Guillaume Léman. C'est vraiment important de le préciser, parce que c'est quelqu'un qui travaille depuis maintenant plus de 10 ans dans... la reconnaissance du cinéma de genre en fait. Et bon, alors il y a quelque chose d'un peu militant dans son approche, mais en même temps quelque chose d'assez pragmatique en fait dans la façon de dérouler ce récit-là. Donc plus encore qu'un film fantastique, je pense qu'il faut l'aborder comme un film catastrophe en fait, le film. Et c'est intéressant effectivement de voir Paris sous cet angle-là, avec ce genre de choses-là. Et du coup, en fait, toute la façon dont... C'est quelqu'un qui a aussi une écriture assez économique, en fait, c'est-à-dire il a une façon d'aborder le scénario, en fait, de façon très dégraissée. Fred Cavaillé en a souvent parlé dans ses films à lui. Et c'est ce qu'il faut préciser, c'est que si vous suivez Guillaume Léman, si vous connaissez par exemple Pour elle, À bout portant, Mea culpa, ce genre de film et tout, c'est dans cette ligne-là, en fait, c'est dans cette droite ligne-là. Moi, j'ai, par exemple, en fait, il a aussi écrit récemment, il y a 2 films qui sont sortis en début d'année,
que moi j'aime pas beaucoup en fait, et clairement dans La Brume c'est largement le meilleur des trois. Les deux premiers films qui sont sortis c'était Burnout en fait, qui est un film d'action qui se passe un peu dans les banlieues et qui se passe dans de braquage moto, tout ça. Voilà, dans les braquage de Go Fast. Oui, de Go Fast, oui, voilà, c'est ça. Avec François Civil. Qui soit précis, s'il te plaît. Tu m'as fait commencer, alors sois précis. Excuse-moi. Mais qui, malgré tout, je trouve, ressemble un peu trop pour le coup à des à bout portant, à des Pourrel. Il y a trop les mêmes ficelles d'écriture qu'on reconnaît, donc moi je suis pas super fan du film parce qu'il n'y a pas vraiment une façon de se renouveler. Et La Nuit a dévoré le monde, qui est encore autre chose en fait, c'est un film de zombies mais qui a une approche un peu plus autorisante et qui n'est pas forcément dû à Guillaume Le Mans, qui est plus dû au réalisateur. Là en l'occurrence il y a un vrai contrôle autour du film sur le ton et la direction que le film prend. Et si vous aimez ces films-là, en fait, si vous aimez Pourrel, à bout portant, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le contexte même du film qui est présenté en bande-annonce, et c'est là où moi je suis pas d'accord par contre avec Julien, c'est que je trouve que la bande-annonce est très très efficace dans la façon de présenter le contexte et les enjeux du film en vraiment 10 minutes. Enfin en 2 minutes de bande-annonce et 10 minutes de film, on est dedans. Ce contexte-là, c'est ce qui pour moi en fait fait en sorte que l'écriture généralement maîtrisée comme ça, mais très très contenue de Guillaume Le Mans en fait explose en termes de contextualisation et de séquence en fait, et de qualité de séquence. Donc il y a effectivement il y a encore des manques. C'est un film qui en fait c'est un film qui a été très très difficile à monter dans le contexte du cinéma français. Et là-dessus, c'est quelque chose qu'ils ont porté à bout de bras pendant lui et son coproducteur en fait, qui est Guillaume Colbock. Voilà. Non, ça n'a pas été si dur que ça en fait. Une fois qu'ils avaient le concept et tout. Une fois qu'ils avaient le concept, mais après, par contre, ils se sont servis pour préciser, ils se sont servis d'une brèche dans le système. Et c'est là aussi l'intelligence de Guillaume Le Mans. C'est-à-dire, lui, il s'est dit, grâce au succès de Cavalier, grâce à ce qu'on a réussi à ça. Et c'est ça qui est génial de Guillaume Le Mans, c'est qu'il a un plan de bataille en fait, pour défendre le genre. Sur l'approche pragmatique. Et il s'est dit, donc là, je peux passer une étape supérieure. Je vais pas me contenter de faire ce que je faisais avec Fred Cavalier, je vais aller le truc supérieur. Et le truc supérieur, c'est effectivement d'avoir ce film catastrophe-là. Et à partir de là, il avait déjà les interlocuteurs, et il a réussi à faire rentrer TF1 là-dedans, et il a réussi à concevoir le film qui a une espèce de logique économique. C'est pas une anomalie ou une exception comme pouvait l'être le Pacte des loups en son temps. Ça, Enfin, si ce n'est qu'il y a quand même des choses qui sont pas forcément habituelles dans le cinéma français. Là, je parle pas forcément de ce qu'on voit à l'écran, mais si, en l'occurrence, oui, mais aussi en termes de production. C'est-à-dire que c'est un film sur lequel ils ont construit un terrain pour reconstituer la ville de Paris sous la brume, parce que ça, on passe beaucoup de temps en fait sous la brume. C'est un terrain en dehors de Paris en fait qui fait 9 km², et ça c'est même les studios de Besson en fait n'ont pas cette superficie en fait. Donc ils pouvaient se balader en bagnole dedans. Enfin ils vont vraiment travailler énormément là, sur ce terrain-là pour donner une certaine ampleur. Moi je trouve que je dirais que si le film a un souci, éventuellement c'est peut-être que la mise en scène a un poil impersonnel. Elle s'approprie pas le film, elle s'approprie pas forcément tous les moments d'émotion. Mais c'est des moments d'émotion qui fonctionnent à l'écriture et qui fonctionnent aussi effectivement avec certains personnages. La scène dont parle Julien avec les deux personnages qui se retrouvent, c'est que même si moi je trouve que par exemple Romain Duris, c'est effectivement j'ai un peu le même souci que Julien, je le trouve un petit peu faux. J'ai un peu moins de problème avec Olga Kurylenko, qui moi je suis étonné par son jeu en français. Je pensais pas qu'en fait elle parlait aussi bien français, même si elle a un accent léger. Et ce qui est aussi un truc qu'on retrouve en général dans des films de Guillaume Le Mans, d'ailleurs, les actrices avec étrangères en fait qui viennent en France pour tourner ce genre de scène. Je pense à notamment Elena Anaya, je crois, dans Un bout portant quoi. Et ça fonctionne en fait. Ils arrivent à le faire fonctionner dans le film, et du coup on croit effectivement à cette relation, on croit à leur fonctionnement. Donc voilà. Et le dernier truc que je rajouterais, qui est vraiment, je pense, important dans la logique du film, c'est qu'en fait pour moi ça ressemble pas à un film ça ressemble à un film français, oui, mais ça ressemble pas à quelque chose. Je cherche en fait un film qui pourrait avoir cette logique là en fait, dans le cinéma français, qui avoir cette ambition là, cette imagerie là, cet aspect encore une fois assez carré, pragmatique. Et même sans spoiler, cette petite touche finale assez étonnante en fait, assez surprenante. Et je pense que vous allez sortir du film avec c'est très brutal, une interrogation. Et ça c'est pareil, c'est assez mine de rien, assez couillu en fait dans le contexte du cinéma français. Donc c'est un film qui ressemble effectivement à une prod TF1 de loin. Avec le héros romantique interprété par Romain Duris, qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui dans des films comme L'Arnaqueur ou ce genre de choses, même s'il a fait quelques films de genre friqués à une certaine époque, comme Arsène Lupin ou les films de Kounen. Mais
Mais c'est pas tant que ça en fait, c'est un peu plus vicié de l'intérieur et c'est un peu plus travaillé et soutenu de l'intérieur. Donc oui, on peut peut-être du meilleur si le film trouve son public, peut-être ça peut initier, ou en tout cas décoincer certaines choses. Je sais pas si ça peut décoincer les choses parce que je pense que un succès comme celui du Pacte des Loups aurait dû décoincer des choses si on partait de ce principe-là. Le seul truc c'est que je pense que ce que ça a ouvert comme brèche à l'époque et malheureusement s'il n'y a pas quelqu'un en fait pour vraiment apprécier ça et essayer d'aller dans cette direction-là comme c'est le cas de Guillaume Le Mans, en gros ça donne des films comme c'était quoi à l'époque l'adaptation des Brigades du Tigre ou ce genre de conneries qui étaient des films qui sont complètement oubliés aujourd'hui quoi. Belphégor, ce genre de choses. Pas mal Belphégor. Chef-d'œuvre. Donc et là on parle quand même d'un très très gros succès dans le cadre du Pacte des Loups et d'un cinéaste bercé au genre qui aime ça et c'est pas le même budget quand même que le Pacte des Loups. Voilà. Mais le truc qui est intéressant aussi dans ce que disait Steph, c'est ce qui est aussi important de souligner, c'est que c'est moins un film de réalisateur qu'un film de producteur et de scénariste. Oui. Et c'est à la fois, comme le disait Steph, en fait, c'est les limites du projet. C'est vrai qu'il y a la mise en scène, justement, un Fred Cavaillé, par exemple, m'a manqué, moi, personnellement, dans le film. Et en même temps, c'est aussi sa force. C'est-à-dire que c'est un film qui n'est pas, qui est débarrassé, en fait, d'une espèce de peut-être de bagage ça pose pas, autorisant en fait. Voilà, ou d'un truc de là c'est le film en fait qui est au cœur du truc et la réflexion sur comment on implique le spectateur dans le film et dans ce propos-là et comment on arrive à le surprendre et tout avec effectivement cette fin qui est il y a un petit twist, enfin c'est pas un twist mais il y a un petit retournement à la fin qui est super intéressant et je terminerai juste là-dessus, Thomas, parce que je sens que tu t'impatientes, mais je ne m'impatiente jamais. C'est aussi une des grandes forces du film qui aussi, je trouve, travaille au corps les phobies, si ce n'est des Français, en tout cas des Parisiens. C'est impossible de ne pas, quand tu as des gosses, etc., c'est impossible de ne pas penser aux alertes pollution que tu peux avoir à Paris là-dessus. Et qui émaillent comme ça notre quotidien, qui sont des choses assez neuves, qui font naître en nous, je pense, des peurs qu'on ne connaissait pas avant, quoi. Et le film fait appel à ça et travaille là-dessus, ce qui est, je trouve, dans le cinéma de genre, quelque chose d'extrêmement intelligent. En tout cas, un cinéma de genre très impliquant comme celui-ci. Avant de se quitter, messieurs, on va faire comme d'habitude une petite tournée de recommandations dans le registre qui vous siera. On peut rester dans un univers proche dans la brume, mais comme toujours, vous avez toute l'attitude. Cette fois-ci, c'est Stéphane qui va commencer. Ah non, c'est dégueulasse parce qu'il va dire ma reco. Alors vas-y, Julien. Non, c'est Julien. Mais attends, moi je reste très basique. Sois basique. J'ai conseillé The Mist de reste dans la brume, tout ça machin. Alors il n'y a pas de monstre, parce que il y a beaucoup de gens justement qui en voyant l'abondance et les trucs se disent ah là là mais il y a des monstres dans cette brume probablement, mais qu'est-ce que ça veut dire et machin. Non, il n'y a pas de monstre dans la brume si ça peut vous rassurer. Voilà. Moi je trouve ça un peu triste quoi. C'est dommage. Mais bon, voilà. Ça manque. Non, bref. Non, il y a The Mist de Frank Darabont qui est une des meilleures adaptations de Stephen King, mais plus spécifiquement j'aurais conseillé la version noir et blanc en fait. Que Darabont avait pensé son film initialement comme un film en noir et blanc pour des raisons d'exploitation. Il n'a pas pu sortir son film comme il le souhaitait, mais le film est sorti en noir et blanc ultérieurement en fait en Blu-ray. Et j'ai envie de vous dire, quelle que soit votre opinion sur The Mist, si vous l'avez vu, alors si vous l'avez pas vu, c'est vraiment un super film, un vrai film horrifique qui donne vraiment une impression de fin du monde, comme t'en as peu en fait, je trouve au cinéma. Très Lovecraftien. Ouais, c'est une sensation forte en fait. Moi j'aime bien ressentir cette sensation-là parce que quand je sors après, je me dis ah mais non, c'est pas la fin du monde. Ça va en fait. Il y a des fleurs, tout ça. Mais je trouve qu'en fait le noir et blanc c'est génial. En plus, ça fait appel à tout un imaginaire qui est plus lié au film de SF des années 50 en fait, que Darabont retravaille là au corps avec la technologie actuelle et voilà, c'est vraiment super. Je sais pas si c'est sorti en France cette version noir et blanc. Non, c'est sur le Blu-ray américain. C'est sur le Blu-ray américain, voilà. On a pas, mais ça se trouve. Voilà, ça aujourd'hui, tu sais, en 2018, c'est facile. Stéphane. Et moi, tu sais, Thomas, je continue Ah oui, c'est vrai. Mes actes de pénitence. Ta grande œuvre. Voilà. Donc, qui de mieux que Dieu sur Terre en fait pour réaliser une scène de film catastrophe en fait naturel quoi. Donc Clint Eastwood, donc c'est bien de lui dont je parle, a réalisé une scène catastrophe dans sa vie en fait, et c'est celle de l'ouverture de l'au-delà. Alors là je te vois, tu me dis ah oui l'au-delà c'est de la merde, arrête Stéphane, arrête-toi. Je dis plus tu l'as même pas vu, c'est bien. Si bien sûr que je l'ai vu. Ah ouais d'accord. Et je ne vais pas te dire que c'est le meilleur film de Clint Eastwood, non, c'est sûr. Sera difficile à défendre. Maintenant, à tout péter, je préfère encore prendre cette scène-là que n'importe quelle croûte de Roland Emmerich. Voilà, donc voilà. Non, pour faire une vraie reco aussi derrière, je pense que si vous voulez voir, enfin, les films se rapprochent pas, si ce n'est sur cette approche dans l'absolu.
Si vous voulez voir un film catastrophe avec une approche vraiment humaine aussi, même si c'est beaucoup plus douloureux dans la reco que je vais faire et finalement dans La Brume c'est un film plutôt léger, hein, c'est un vrai film du samedi soir. Voilà, allez-y les gens, allez-y samedi. J'allais proposer The Impossible de Bayona, mais pour le coup qui est un film très dur sur le sujet. Voilà. C'est un peu essorant, quoi. Voilà, exactement. T'as plombé la soirée. Plusieurs. Mais non, tout va bien. J'ai parlé de Clint Eastwood. Ça va, ça sauve. Moi, je viens avec des monstres, tout ça. Tu nous vends du rêve. Non, mais c'est bien. Vous êtes éclectique, c'est très bien. Merci beaucoup, messieurs. Notre temps est écoulé. Merci à Seb, à la technique. Merci au Grand Contrôle au public pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous aussi voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite. Et tout de suite, un message de notre partenaire Séance Radio. J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe. On ferait mieux de rebrousser chemin, les gars. J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions. Des policiers français, on peut les acheter, pas les tuer. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.